De retour dans l'Africa Newsroom, Mahmoud Alpha Boukanié Maïga, journaliste, et les écrivains Daniel Togning et Gaston Maungou sont toujours avec nous. Alors juste on voit la pause. Nous parlions donc de cette présidentielle qui se prépare au Mali. Mahmoud Alpha Boukanié Maïga, à la fois sur le plan sécuritaire et sur la crédibilité de cette élection, est-ce qu'il n'y a pas plus de risque à maintenir cette élection qu'à la reporter? À la reporter, je crois que c'est la meilleure des solutions. La reporter pour pouvoir essayer de recoudre un peu ce tissu que déchiré. Je ne suis pas pessimiste, je suis natif de là-bas. Et ce tissu est déchiré. Autrement dit, il n'y a pas d'autorité d'État. Il n'y a pas de possibilité de mettre en place un système d'administration qui représente l'État dans ces régions-là. Je vous donne un petit exemple, je reviendrai au développement. Un petit exemple, c'est que tous les commandants de cercle, les sous-préfets, sont regroupés par exemple à Gao. Ceux de la région de Gao, bon, il y a 6 sous-préfectures ou quelque chose de ce genre. Ils sont regroupés à Gao. Ils ne peuvent pas aller commander à partir de leur bureau dans leur sous-préfecture pour des raisons d'insécurité. Eh bien, déjà, cet exemple suffit pour démontrer qu'il est impossible d'organiser des élections libres, tranquilles et sécurisées. Première chose. Deuxième chose, si ce n'est pas un désir personnalisé d'arriver au pouvoir, quand même tout patriote malien doit s'inquiéter d'abord de l'insécurité, de la situation que vit le pays. Remettre ça en place, quels que soient les moyens par lesquels on peut passer, avant de penser à des élections qui portent au pouvoir un individu. Et on sait très bien ce que le pouvoir procure dans nos pays, globalement. Il y a une chose que moi je voudrais ajouter, c'est la bonne volonté des hommes politiques en interne au Mali et en endogène, en exogène. On a pu vaincre l'État islamique et aujourd'hui, l'Irak, la Syrie est en train de se pacifier. Aujourd'hui, nous avons la France qui militairement. Pourquoi les autres puissances ne peuvent-elles pas entrer en jeu pour qu'on en termine avec ce djihadisme au Mali et penser aux élections? Alors il y a quand même déjà la force française Barkhane qui est déjà présente. Mais quand je dis qui est présente au Mali, il y a l'ONU également. Mais c'est ça le problème. Comment est-ce que l'ONU, la France, toutes ces forces-là ne parviennent pas à régler le problème? C'est qu'il y a anguille sous roche. Et quand on dit qu'il y a anguille sous roche, ma foi, si vous ne comprenez pas qu'on peut mettre les deux camps sur une même table, on ne réglera pas ce problème. Ça va s'éterniser et les populations vont continuer de souffrir. Il faut mettre les deux belligérants sur une même table. Et ça, c'est pas impossible. Daniel Togning voudrait intervenir. Ensuite, je vous laisse la parole, M. Maïga. Je vais juste finir une seconde. Oui. Les belligérants en question, c'est les mouvements rebelles dits Touareg qui ont signé l'accord d'Alger, qui travaillent avec l'État malien. On avance, on recule, mais on négocie. Cela est un fait. Ça n'a rien à voir avec les djihadistes. Il y a deux problèmes vraiment spécifiques. Oui, les djihadistes ne négocient pas. Ce que j'allais dire, je me pose quand même une question. Est-ce que les Maliens aiment vraiment leur pays? Est-ce qu'ils veulent vraiment avoir un État? La population, oui, mais pas les dirigeants. Sinon, c'est là le problème. Comment pouvez-vous demander qu'on qu'on invite à une table de négociation les djihadistes? On ne les connaît pas, ce ne sont pas de Maliens. Non. Je pense que ce ne sont pas de Maliens. Non. Donc on ne peut pas, c'est un envahisseur. Mais le problème, c'est de savoir qui soutient cet envahisseur-là. Et voilà ça, la question. Eh bien, il faut que celui-là sorte du bois pour qu'on puisse l'identifier. Et à ce moment-là, on pourra être à l'écoute de leurs propositions. Il ne peut pas sortir du bois si vous ne l'invitez pas de venir à la table de négociation. On ne peut pas. Il faut d'abord que le Malien... Il faut identifier il faut d'abord que le Malien... D'abord, mettez de côté, ou bien sous le boisseau, leurs problèmes personnels, essaie de construire un État. Parce qu'il y a le nord et le sud, il y a les Touaregs qui demandent une certaine reconnaissance. Reconnaissons-le.
aplanissons, que le Malien aplanisse ses difficultés entre eux, et puis qu'ils se battent contre les djihadistes, parce que on les a chassés, ils sont chassés de Libye, ils sont chassés d'Algérie, ils trouvent au Mali une terre propice qui n'est pas défendue militairement. Donc, les deux garanties d'un État, c'est l'école et l'armée. Voilà. Le Mali n'avait plus d'armée dans le Nord. Si les Maliens peuvent s'entendre, construire un embryon d'État, chasser les djihadistes, alors à ce moment-là, on peut penser aux élections. Reconstruire. Oui, voilà, ça c'est le vœu de tout le monde. Mais avant d'aller aux élections, parce que s'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas la représentation, le représentant de l'État. On élise le représentant de l'État. Je pense que, quoi qu'il advienne, il faut quand même que les élections se tiennent. Qu'au moins, il y ait quelqu'un qui peut parler avec les autres nations, avec les autres pays. Cet aspect, oui. Voilà. Là. Donc, dans ce cas, c'est bien, mais c'est la crédibilité. Et cette crédibilité-là se joue dans la mesure importante que lorsque on se dit, voilà, on est certain que l'organisme qui les organise ces élections est impartial. Oui. Et que celui qui gagnera est celui vraiment qui a véritablement gagné. Alors peut-être avant la tenue des élections, il faut aussi... c'est une question, est-ce qu'elles vont pouvoir se tenir ces élections? Parce que c'est ça la véritable question. Le facteur insécurité est là pour contester toute possibilité d'élection normale. Bon, l'urgence, ce n'est pas une question de calendrier, c'est une question de mise en place de quelque chose de crédible, de fiable, progressivement, quelles que soient les difficultés. Mon frère disait tantôt que quand même c'est nécessaire pour qu'il y ait une continuité de l'État, etc., etc. Il a parfaitement raison. Mais dans quelles conditions on le fait? Ce n'est pas une histoire de focaliser sur le 29 juillet. Et pourquoi pas le 31 décembre? Le temps qu'on voit un peu mieux. Parce que là, nous sommes dans le brouillard complet. Cela est sûr et clair. Et comment on va voir mieux? Est-ce qu'il est certain que dans 2 mois, dans 3 mois, on aurait résolu tous ces problèmes? Moi, je ne suis pas persuadé que, compte tenu de l'histoire des relations entre Maliens, ils peuvent en 2 mois s'entendre. Solder tout ça, c'est une gageure. Dans ce labyrinthe, si on ne met pas sur une même table les belligérants, rien ne sera fait. Très bien. On a, un dernier mot, M. Maïga. Oui, mais tout à fait. Mon frère insiste sur les belligérants. Le djihadiste qui donne le tournis au Mali aujourd'hui n'est pas un belligérant. C'est une métastase. Le djihadiste d'aujourd'hui n'est pas une partie avec laquelle il est question de discuter. Le djihadiste n'a qu'une seule revendication, instaurer la charia, et son califat, par destruction systématique de la chose de l'État et même du musulman dont il ne connaît pas le niveau de l'islam. Et c'est ça qu'il faut régler. C'est ça le problème. Mais le régler comment? Ceci ne peut pas être des partenaires pour une négociation quelconque. Ils l'ont dit dès le départ. C'est la charia ou rien. L'État est, je me répète, leur slogan que Oumar Ould a érupté. L'État est une création des hommes. Nous, on veut la charia qui a la parole de Dieu. Nous ne discutons pas avec l'État. Moi-même, sous la transition, après avoir infiltré Oumar Ould c'est une petite histoire que j'aimerais bien raconter. C'est la première fois que je le fais. J'ai pu l'infiltrer et de retour à Bamako, je vois le ministre de la Défense, le ministre de la Défense de l'époque, un général. Je l'ai mis en contact à partir de mon téléphone avec Oumar Ould lui dit, monsieur, vous êtes malien, nous ne sommes pas pour la partition du Mali, nous sommes pour l'islamisation du Mali. Le Mali est entier. Nous sommes d'accord pour que les Maliens vivent ensemble, mais à une seule condition, l'application de la charia, application qui concerne chaque citoyen malien, du nord jusqu'au sud, d'est en ouest. Et ensuite, vous pouvez vous-même venir ici à Gao, qui est islamisé aujourd'hui, sous mon commandement.
Mais sans votre tenue militaire. Ah oui, il y a des choses qu'on ne dit pas sur un plateau. Merci beaucoup, Mahmoud Alpha Bokanye Maïga. On va passer à une toute autre actualité dans le grand angle. Bien. Le Congo face au défi de la diversification de son économie, confronté à l'augmentation effrénée de la dette de ce pays aux 4 millions d'habitants ou encore à l'effondrement des cours du pétrole, principal produit d'exportation du pays. Les autorités de Brazzaville tentent de prendre le virage de l'agriculture qui demeure encore en deçà de son potentiel. C'est un reportage signé d'Eva Panzou. Le secteur agricole congolais ne contribue que de 4 à 5% au produit intérieur brut et ne représente qu'1 à 2% des exportations. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de donner une réponse à la question alimentaire et nutritionnelle des populations en lançant le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Financé à hauteur de 100 millions de dollars américains par la Banque mondiale, ce projet sera exécuté sur 5 années. Il a été soulevé notamment que nous avons un problème de financement de l'agriculture, l'organisation des producteurs, les questions des statistiques et autres. Toutes ces questions ont amené le gouvernement à négocier un nouvel appui financier de la Banque mondiale pour que nous ayons demain une nouvelle politique agricole qui puisse mettre le producteur au centre de la production agricole pour que l'État puisse demeurer à jouer son rôle de régulateur. Ce projet a été approuvé en juillet 2017 et depuis cette date, on a noté une augmentation de 20% des produits bruts ou transformés vendus par les groupes de producteurs. Par ailleurs, 700 agriculteurs et 350 agricultrices ont adopté une meilleure technique agricole et 1500 km de routes ont été réfectionnés. Le Forum national sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, qui se déroule du 17 au 19 avril 2018, vise à définir un nouveau cadre de développement de ces 3 secteurs. Les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers, ont élaboré un nouveau cadre stratégique, juridique, opérationnel et programmatique qui devra orienter les investisseurs et les partenaires dans leurs interventions. La République du Congo a été intégrée par la Banque mondiale au projet régional de transformation agricole en Afrique de l'Est et du Centre. Ainsi, le pays bénéficiera à ce titre d'un montant supplémentaire de 7 milliards de dollars américains pour relancer la recherche agricole et appuyer le développement de certaines chaînes de valeur à dimension régionale. Gaston Mangou, est-ce que la crise actuelle, conséquence directe de l'effondrement des cours du pétrole, peut permettre de mettre en place une véritable politique agricole dans ce pays? Oui, cela est possible. Parce que lorsque nous parlons de l'après-pétrole, nous pouvons parler de l'avant-pétrole. Nous avons vécu sous la présidence d'un président Alphonse Massamba Deba qui, sans le pétrole, a pu créer 68 unités de production industrielle et agroalimentaire, agro-industrielle. Cela a épanoui le pays. Et nous nous sommes rendus compte que ceux qui sont venus gouverner après lui n'ont pas accepté cette vision de développer une industrie qui repose sur l'agriculture. Donc nous avons déjà une expérience de succès agricole qu'il y a eu avant. Mais ceux qui sont venus après ont pensé qu'il fallait vendre le pétrole et cette industrie, et cette économie de rente est en train de sombrer aujourd'hui. Donc nous sommes fiers de voir que l'on pense qu'on peut repartir à cette vision-là. Et moi, franchement, aujourd'hui, je pense que c'est une chose de bon augure que l'on retourne aux fondamentaux du développement d'une nation à partir de l'agriculture. Parce qu'une population qui se nourrit bien, va bien s'éduquer, sera en bonne santé et réussira à régler le problème. Donc nous avons un problème d'orientation. Je me félicite du fait que, par exemple, ici, à Paris, les Congolais de la France ont pensé qu'il faut remettre le pays entre les mains de Dieu, il faut faire des services de prière pour que les gens essayent d'avoir une mentalité qui s'oriente. Nous avons le samedi 21 avril un service cultuel pour ça. Donc je pense que c'est une bonne augure que l'on pense à retourner aux fondamentaux du développement d'une nation. Daniel Tognang, ça y est, le Congo est prêt à aller vers le développement de l'agriculture? Non, ça, pour moi, c'est un essai. C'est un essai dans la mesure où
le Congo a certainement laissé échapper une possibilité de développer une agriculture d'abord nourricière et industrielle. Maintenant, ils ont la possibilité, puisque la Banque mondiale leur finance, de recréer une industrie non pas seulement commerciale, mais cette industrie-là qui sera aussi nourricière, mais qui permettrait aussi la diversification de l'économie, c'est-à-dire des industries agro-pastorales, qui est dans le commerce cette partie de l'agriculture qui ajoute la valeur, une valeur, voilà. Exactement. C'est là que c'est intéressant. Autre chose, c'est que j'ai cru lire quelque part qu'il y a des experts congolais qui se réunissent à l'occasion et qui doivent réfléchir à la manière de faire en quelque sorte. C'est bien que ce soit les Congolais qui réfléchissent à ce problème agricole, à cette manière de pouvoir développer une nouvelle économie agricole congolaise. Et j'espère que de leur réflexion sortirait un projet ou bien des projets qui seront mieux financés par l'apport de la Banque mondiale. Si ce n'est pas le cas, si on doit réfléchir et refaire les mêmes erreurs que par le passé, j'ai bien peur qu'on ne réussisse, que le Congo ne réussisse pas et que demain, on sera encore à parler de la diversification par l'agriculture de l'économie congolaise. Mahmoud Alpha Boukanié Maïga, est-ce que vous pensez que le Congo va garder le cap ou bien une fois que le pétrole va repartir, le pays va de nouveau prioriser sur ce secteur où on sait que par exemple dans les années 80, ce secteur a été à chaque fois décrété comme priorité des priorités. Oui, mais un pays doté par la nature comme le Congo, le problème agricole à mon goût, moi et sahélien, ne se pose pas. C'est un pays qui a tout. Bon, maintenant, le pétrole bat de l'aile, c'est une autre sur le marché international. C'est un autre problème plutôt. Mais qu'un pays aussi doté par la nature se trouve à se poser de telles questions. Mais permettez aux Sahéliens que je suis de s'étonner entièrement. Oui. En effet, la seule inquiétude que nous avons, la seule inquiétude que moi j'ai, par exemple, c'est de savoir, en réalité, c'est inadmissible. Oui. Que nous avons une hydrographie surabondante, je peux dire surabondante. Bien sûr. Nous avons une terre arable fertile, nous avons une jeunesse. Seulement que ce soit la Banque mondiale qui trouve l'argent pour financer notre agriculture. Et je le dis, il y a un gros piège. Nous avons la coutume de recevoir de l'argent et ne pas le mettre en exécution. Quand la Banque mondiale prend cet argent, donne au Congo, le Congo prend l'argent, ça va être bouffé, c'est notre expression congolaise, par les autorités. Entre-temps, l'État, lui, va s'endetter. Et donc, il faut donner de l'argent, que cet argent soit bouffé par les dictateurs. Comme ça, le pays sera endetté et nous allons récupérer, parce que la dette va se multiplier, nous allons récupérer par la matière première. Voilà la politique qu'on fait. Mais si les gens pouvaient dire, écoutez, la Banque mondiale, c'est quand même une institution monétaire mondiale. Pourquoi pas un cabinet sur place pour diligenter le financement? La technique peut appartenir aux Congolais, mais la gestion de l'argent que cette banque donne aux Congolais peut être faite par des experts qui seront incorruptibles. Mais si on donne l'argent à l'État, eh bien on va encore se retrouver ici, sur ce plateau, déplorer pourquoi ça n'a pas marché. Merci beaucoup à tous les trois. Une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.